Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se fait une petite mise à jour de mon top 10 de Romantaisie parce que je crois que le dernier que je vous ai fait ça devait être, si je me trompe pas, en mai 2025. Et entre temps il y a pas mal de petites choses qui ont été lues quand même. Je vérifie la date quand même pour pas vous dire de bêtises. Top 10 de Romantaisie, on est au 18 mai 2025, c'est bien ça, donc ça fait plus d'un an. Et je pense qu'une mise à jour s'impose, donc sans plus tarder nous allons commencer tout de suite avec la position numéro 10, à savoir que la position numéro 10 avant appartenait à Witch and Gods, mais maintenant on est plutôt sur Guild, donc la saga d'Oren. Vous le savez, je ne l'ai pas continuée depuis très longtemps et je pense que c'est pour ça que je ne peux pas la mettre plus haute. Il me tarde de découvrir la suite, mais ce n'est pas encore arrivé. Par contre, je ressens vraiment le potentiel et je me rappelle à quel point j'ai passé un bon moment dans la lecture de ces deux premiers tomes, donc je me devais quand même de vous le mettre dans mon top 10. Pour rappel, on est sur une réécriture du roi Midas, donc tout ce qu'il touche se transforme en or. Et dans ce monde-là, on va suivre en particulier Oren, qui est un petit peu sous l'emprise du roi Midas, qui se sert d'elle et qui la montre un petit peu comme un trophée, parce que la particularité d'Oren, c'est qu'elle est totalement dorée. Sa peau est dorée, absolument l'entièreté de son corps est dorée, et du coup Midas il la considère un petit peu comme sa chose qu'il peut montrer à tout le monde, genre regardez comme je suis puissant avec mon pouvoir. Puis Oren, comme elle est sous son emprise, elle pense que tout ce qu'il dit est vérité et qu'il ne veut que son bien, sauf qu'au bout d'un moment, il va finir par prendre une décision qui va aller un peu à l'encontre du bien-être d'Oren. Et c'est là que cette jeune femme va commencer un petit peu à se rendre compte de que tout ce qu'elle pensait savoir n'est pas forcément la vérité et que peut-être elle va devoir apprendre à voler de ses propres ailes et ne plus se reposer sur Midas. Peut-être que Midas n'est pas si gentil que ça, etc. On est sur un monde du coup où il y a de la magie, il y a quelques petits complots politiques, des guerres de territoire pour tous les souverains des royaumes. On est sur un... Alors je sais pas trop comment dire ça, mais il y a une sorte d'espèce qui a disparu. Et puis il y a tout le développement du personnage d'Oren qui est vraiment très intéressant et qui va surtout apparemment finir par arriver à partir du tome 3. Donc j'ai très hâte et je pense que je me devais quand même de mettre cette saga dans mon top 10 parce que je sais que j'ai déjà dans un premier temps adoré le tome 1 et 2 et que il reste encore 4 tomes à lire et je sens que je vais adorer aussi. Ensuite pour la position numéro 9, dans mon ancien classement il y avait Une ombre dans la braise, donc le préquel du sang et la cendre, et pour ce nouveau classement, nous avons dorénavant Une ombre dans la braise, toujours. Franchement, je trouve que cette position lui va bien. Il fait partie de mon top 10, ce qui veut dire que c'est une saga que j'adore, mais je peux pas le mettre plus haut parce que en termes d'affection que j'éprouve, on va dire, pour ce préquel, elle est beaucoup moins présente que ce que je peux ressentir pour la saga principale. Donc je pense que la position numéro 9 lui convient très bien. On est dans un monde très bien construit. Alors je voudrais vous en parler mais je peux pas vous en dire de trop étant donné qu'on est quand même sur le même monde que le sang et la cendre et que le préquel commence à partir du tome je crois 2, 3 ou 4, je sais plus exactement, du sang et la cendre. Donc j'ai pas envie de vous dire trop de bêtises, mais sachez qu'on est dans un monde où il y a un world building qui est très bien construit, avec des dieux, des divinités, des créatures. Je sais pas exactement quoi vous dire, mais en fait si vous voulez, dans le sang et la cendre, nous allons suivre Poppy qui est la pucelle. Et dans cette histoire, on apprend qu'il y en a eu une dans le passé. Et nous, justement, on va suivre Seraphena, qui est la première pucelle. Voilà. Le mot est absolument immonde, mais c'est fait exprès. Et puis que ce soit pour Poppy ou Seraphena, c'est loin d'être des petites choses sans défense. Hein. Donc là, on est sur une trope en plus qui, en général, ne me plaît pas forcément. C'est le mariage arrangé, c'est-à-dire que Seraphena, elle va devoir épouser Nyktos, le dieu de la mort, pour sauver ses terres et sauver son royaume, en gros. Et vous savez que c'est pas une trope que j'apprécie énormément, donc j'aime tout le world building, je suis un peu moins attachée à la relation entre nos deux protagonistes ici, mais j'aime le fait que quand tu lis le préquel, tu apprends plein de choses dans le passé qui vont être utiles pour le prochain tome du sang et la cendre, où justement il va falloir avoir ses connaissances sur le passé, enfin tout est tellement lié et tout est tellement bien fait, enfin l'autrice elle a fait un travail monstre, et je l'aime vraiment beaucoup, donc je pense que pour la position numéro 9, je me devais bien mettre ce préquel quand même, mais je me voyais pas le mettre non plus haut. Ensuite, position numéro 8 de mon ancien classement, nous avions The Hurricane Wars. Mais c'est vrai que pour le coup, je me suis vachement maintenant détachée de cette saga, je suis plus spécialement fan, et je suis même pas certaine de la continuer. Je sais pas si vous vous rappelez, à la base on est sur une sorte de fanfiction de Star Wars, mais on s'en est vraiment très éloigné, on le ressent pas spécialement, dans un univers de fantasy avec du enemies to lovers, avec l'un qui manie l'ombre, l'autre qui manie la lumière, etc. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais là je suis plus trop à fond dans cette saga. Je pense que je vais passer mon tour. Donc mon nouveau top 8, c'est cette fois-ci
Astradora du coup, où on est sur un concept d'âme sœur, de vie antérieure, etc. qui est vraiment super cool. Pour rappel, on a donc Amara qui est également la veilleuse des savoirs, surnommée Astradora, parce que c'est la seule personne dans tout le royaume qui se souvient de sa vie antérieure lors d'une ancienne civilisation qui a disparu il y a 800 ans de cela. Et on dit que c'est la seule qui sera capable d'aider le royaume entier grâce aux connaissances de cette ancienne civilisation. Du coup, ce qui fait qu'elle a vraiment vécu cachée de tous, en subissant une sorte d'apprentissage quand même très approfondi pour le moment venu donner tous ses savoirs qu'elle pourra transmettre. Sauf que Amaya, évidemment, elle rêve d'autre chose, elle rêve de grandeur, de découverte du monde, etc. Elle en a marre de vivre un petit peu cachée. Et d'un autre côté, nous allons avoir Rune, qui est le prince d'un certain royaume, qui doit malheureusement avoir la place de dirigeant. Et pour essayer de sauver son royaume, on va lui soumettre l'idée que la veilleuse des savoirs pourrait vraiment être très utile, donc il va se mettre en tête d'aller la récupérer, en quelque sorte. J'ai beaucoup aimé le concept des âmes sœurs, j'ai beaucoup aimé la personnalité d'Astradora, de Amara, etc. Et surtout tout ce qui est des passages de la vie antérieure d'il y a 800 ans. J'ai trouvé ça vraiment très très cool. Petite mention spéciale parce qu'on est encore une fois sur un livre avec des images absolument incroyables comme ça, j'adore quand il y a ça, des petites images en noir et blanc. Les personnages secondaires, je les ai bien aimés. Le début de l'intrigue politique m'a l'air vraiment intéressante. Je le mets en position numéro 8 parce que j'attends de voir avec le prochain tome si on prend vraiment de l'ampleur au niveau du world building et des intrigues, etc. Donc pour le moment je suis vraiment très hypée, mais si jamais je suis déçue du tome 2 et qu'on reste un petit peu trop en surface sur le world building, je vais être un petit peu déçue. Donc voilà, pour le moment il mérite la position numéro 8. Mais je ne sais pas ce qu'il en sera avec les prochains tomes. En tout cas, ce premier tome, je l'ai vraiment adoré et je vous le conseille à 100% si vous aimez les petites romantésies, si vous aimez la trope d'âme sœur et si vous aimez le concept de vie antérieure et de réincarnation en quelque sorte. Pour la position numéro 7, sachez que je me suis tapé une énorme barre quand j'ai vu ce que j'avais mis en 2025. Puisqu'il s'agit de Fourth Wing. Alors là on se rend bien compte que les goûts peuvent énormément changer d'une année à l'autre, mais j'ai quand même une petite excuse. C'est que au moment de ce top 10, je n'avais lu que le tome 1. Et le tome 1 était vraiment prometteur, c'est à partir du tome 2 et 3 où j'ai vraiment déchanté et où je me suis totalement désolidarisée de cette saga. Donc évidemment vous vous en doutez, cette saga ne fait plus du tout partie de mon top 10 et donc en position numéro 7 pour cette année, j'ai remplacé Fourth Wing par les Beasts of the Briar. Pareil, je sais qu'on est sur une saga totalement cliché et pas du tout dans le style que je lis habituellement, mais pour le coup, c'est tellement addictif, je vous en parle à toutes les vidéos, je vais pas vous en parler trop longtemps dans celle-ci, mais elle devait avoir sa position dans son classement, surtout que j'ai lu les 3 premiers tomes, donc j'ai quand même fait le tour assez bien de la saga. Et puis, bah que vous dire de plus, on est sur une romantésie avec un harem inversé. Nous sommes sur une réécriture également de La Belle et la Bête, et Rosalina va se retrouver dans un château avec pas un prince, pas 2, pas 3, mais 4 princes, qui sont des personnifications des saisons, donc prince de l'été, du printemps, de l'automne et de l'hiver, etc. Et puis bah t'as plein de petites intrigues parce que le problème c'est que ces princes ont reçu une malédiction. Donc Rosalina elle va essayer de les aider à les sauver de cette malédiction, etc. Mais on a plein d'autres petits événements, tout se déroule super vite. Il y a une grosse majorité de dialogues dans cette saga. Mais c'est cliché, ça fait lever les yeux au ciel, mais c'est vraiment un très bon moment que je passe avec cette saga quand j'ai envie de légèreté dans mes lectures. Donc je l'adore et je pense qu'elle a amplement mérité sa position numéro 7 quand même. Bien plus que Fourth Wing. Bon, on va passer à la position numéro 6 maintenant, à savoir que dans mon ancien classement, nous avions Le Pont des Tempêtes. Et dans ce nouveau classement, nous avons également Le Pont des Tempêtes. Pareil, il a pas bougé de sa place. Je trouve qu'il la mérite tout autant. On peut pas le mettre dans le top 5 parce que j'ai lu que la première duologie, mais sur le coup, j'avais passé un très très bon moment. J'ai adoré l'histoire de Lara et Aren. J'ai beaucoup aimé leur personnalité. Alors évidemment, quand je dis Le Pont des Tempêtes, on est sur la duologie complète, mais uniquement la première duologie. Je n'ai pas lu le reste. Je suis pas sûre d'être tentée étant donné que c'est au même moment. Enfin, je sais pas. J'avoue que je me suis jamais trop posé la question, maintenant que ça fait un petit moment, peut-être pourquoi pas, j'ai dû oublier certains éléments. À voir, mais en tout cas, cette première duologie a fait partie des romantésies qui m'ont fait aimer à nouveau la lecture, donc je ne pouvais pas ne pas vous la citer. Maintenant, honnêtement, je ne sais pas si quand
si je la relisais maintenant, je l'apprécierais toujours autant. Mais pour le coup, j'avais adoré les tropes, j'avais adoré les personnalités et surtout j'avais adoré l'ambiance et le décor et les intrigues politiques. Et puis le tome 2, La Reine Traîtresse, il m'a vraiment brisé le cœur à certains moments. Enfin, tout était super bien fait. Pour rappel, on va sur donc Lara qui est la fille du roi de Maridrina qui rêve de prendre possession du pont qui traverse vraiment en fait genre le royaume, et c'est Ichikana, gouverné par Arène, qui a le contrôle sur ce pont, et du coup c'est lui qui décide de tous les commerces qui peuvent avoir lieu entre le nord et le sud du royaume. Ce qui fait que ça fait énormément d'envieux, et donc le père de Lara va, sous couvert d'un traité de paix, donner sa fille en mariage à Arène, sauf qu'en réalité elle va être un petit peu une espionne infiltrée pour son père, pour essayer de découvrir tous les secrets d'Arène et permettre enfin à son père de prendre possession de ce fameux pont. Mais vous vous en doutez bien, tout ne va pas se passer comme prévu. Et puis voilà, écoutez, que vous dire de plus, j'ai passé un très très bon moment avec cette romantaisie. J'ai adoré les personnages, en particulier Lara, qui est un personnage assez fort, qui sait se remettre en question quand même, et que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je vais pas m'étendre trop plus non plus. Bon, c'est vrai que en un an, il y a quand même quelques positions qui n'ont pas bougé, parce que pour la position numéro 5, l'année dernière on avait le retour de Sa-1, et pour le coup, je l'ai remis cette année en position numéro 5, cette duologie absolument magnifique. Alors bien que notre protagoniste principal m'ait un petit peu saoulé, genre tout l'envers du décor, la relation, le found family, tout était juste tellement bien fait, et je vous mets au défi de retenir vos larmes si vous le lisez un jour, parce que c'est quelque chose quand même, hein. L'univers, est hyper original, et surtout genre il y a une sorte de poésie dedans qui est très très belle. Je mets la duologie au complet. Honnêtement, si le tome 2 avait été au niveau du tome 1, je pense qu'il serait dans mon top 3, mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçue du tome 2, j'ai ressenti quelques longueurs, donc je le mets en position numéro 5, ce qui est quand même une très bonne position, parce que cette duologie fait quand même partie de mon top 10, hein, mais je pouvais pas le mettre plus haut non plus. Pour rappel, on va suivre Shai, qui vit à Paris, qui fait ses études à Paris, qui a toujours rêvé de vivre des aventures. Sauf qu'elle va faire un souhait de trop et elle va être propulsée dans un nouveau monde où directement elle va atterrir quelque part et elle va voir que tout le monde fuit quelque chose. Elle ne sait pas quoi, mais elle va être obligée de fuir. Et la seule aide qu'elle va rencontrer dans un premier temps, ça va être une voix qui va lui parler dans sa tête. Elle ne sait pas qui c'est, elle ne sait pas ce qu'il lui veut, mais en gros cette voix elle va lui promettre que si elle l'aide à résoudre un petit problème, elle pourra rentrer chez elle. Donc Shai elle a pas spécialement le choix et elle va essayer d'aider cette fameuse voix. Et on est sur une relation qui est extrêmement touchante de par tout ce qu'il y a autour de cette relation, tout ce qui peut poser problème, etc. Ensuite on va avoir des amitiés et des choses comme ça qui vraiment genre ont marqué mon cœur, et je crois que je n'ai jamais eu de plus beau found family que dans le retour de Sa-1. En plus de ça, l'histoire est très intéressante avec un système de monde qui vit à travers certains astres. Et puis je crois que je vais pas m'étendre trop plus sur le sujet. Je sais que cette duologie est assez réputée quand même. En plus, mention spéciale parce qu'on est sur une autrice française. Pour Astradora aussi d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. Et je sais déjà plus que je vous ai montré d'autres. Non, si je me trompe pas, c'est les deux seules autrices françaises pour le moment dans mon top 10. Donc voilà, le retour de Sa-1. Lecture incroyable que je ne peux que vous conseiller, et on va passer au top 4. Et pour le top 4, du coup, en 2025, on était sur Guild, que j'ai remis à la position numéro 10 maintenant. Donc c'est vrai qu'il a fait un sacré bond en bas, mais c'est parce que maintenant ça fait vraiment très longtemps que je l'ai pas lu et je ne sais pas ce que va donner la suite, même si j'ai beaucoup d'attentes et même si je pense que je vais l'adorer, je me voyais plus le mettre aussi haut. Donc à la place, nous avons la saga Gods and Monsters, qui malheureusement a fait un petit bond vers le bas aussi. Je vous laisserai découvrir sa position de l'année dernière un peu plus loin dans ce classement, mais c'est vrai qu'après ma lecture du tome 3, je me voyais plus le mettre aussi haut. Je pouvais plus le laisser dans ce top 3, parce que bien que j'adore la relation, bien que j'adore tout ce qu'il y a de fantasy, de créatures, etc. dans le monde, j'ai trouvé qu'il y en avait trop. Pareil, je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture et je vous en ai parlé à maintes reprises dans diverses vidéos, mais j'ai été quand même un peu déçue de ce 3e tome. Donc j'aime toujours autant cette saga, mais j'ai peur maintenant en fait de ce que nous promet le tome 4, de est-ce que je vais toujours autant aimer, ou est-ce que maintenant que j'ai vu un petit point négatif, est-ce que je vais être beaucoup plus intransigeante, et est-ce que je vais toujours apprécier autant cette saga? Genre je l'aime beaucoup, mais j'ai peur pour la suite maintenant. Donc voilà, à cause de cette petite réticence, il tombe
à la 4e position, ce qui est quand même une très bonne position. On est dans un monde d'urban fantasy où on va suivre Diana qui est une antagoniste qui travaille pour Kayden, qui n'est pas forcément quelqu'un de très gentil. Kayden va la missionner de récupérer un livre très puissant, sauf que Liam va en entendre parler et il va se mettre en tête de l'en empêcher parce que ce n'est pas une très bonne idée qu'elle le découvre. Et Liam, il est surnommé le destructeur de monde. Je vous laisserai découvrir pourquoi si jamais vous n'avez pas encore entamé cette saga. Mais voilà, ça met les choses en perspective, surtout qu'on est dans une urban fantasy où il y a énormément de créatures, genre si vous aimez les vampires, si vous aimez les loups-garous, si vous aimez les sorcières, etc. Il y a de tout. Mais c'est pas ce qu'on voit non plus forcément le plus, et puis on part vraiment dans des choses tellement plus complexes et tellement plus poussées au fur et à mesure des tomes. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a trop de personnages, trop de créatures, trop de déplacements, trop d'actions un peu tout le temps. Et je pense que c'est bien dans une saga d'avoir des petits moments de pause, et des descriptions un peu plus approfondies, etc. Voilà, ce n'est que mon avis. Là, on arrive quand même sur les choses très intéressantes, hein, avec le top 3. Et l'année dernière, dans mon top 3, j'avais la saga ACOTAR. Et pour le coup, cette année, j'ai décidé de mettre un petit one-shot de romantasy que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est Ombre Rouge sur Darnar. On est sur une romantasy MM, donc entre deux hommes, et on est sur une ambiance totalement différente de ce que j'ai l'habitude de lire parce que on est sur une ambiance un petit peu The Witcher, genre mi-cosy, mi-dérangeant sur certains points. On va pas se déplacer de partout dans le monde, on va pas avoir une quantité astronomique de personnages et d'intrigues politiques ou quoi, mais on va vraiment se baser sur un petit groupe de 3 personnes, et en particulier Myron, qui va se rendre dans son village natal, donc à Darnar, pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur sa famille parce qu'il a été abandonné et adopté par un réseau de marchands un peu plus tard. Mais en prenant de l'âge, il va se rendre compte qu'il a besoin d'avoir des réponses et de savoir qui sont sa famille, pourquoi ils l'ont abandonné, etc. Donc il va s'y rendre avec 2 amis à lui, un mercenaire et une marchande avec qui il a grandi. Sauf qu'une fois arrivé à Darnar, ils vont se rendre compte que c'est assez étrange parce que les habitants ont l'air de se comporter très bizarrement. Eux, ils commencent à se sentir un petit peu mal et ils vont faire la rencontre de Yari, qui lui est genre mon personnage favori. Il vit ici, mais il a pas l'air touché par les trucs bizarres qui s'y touchent. Il a l'air d'avoir plein de réponses à leurs questions, mais en même temps de leur cacher certaines choses. Donc il est assez intriguant, genre qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il reste là, pourquoi il veut les aider, etc. Et puis surtout à chaque début de chapitre, si vous voulez, il y a des passages d'une sorte de journal intime de quelqu'un qui raconte des sortes d'expériences liées à l'alchimie qui sont effectuées quelque part. Ça semble être lié à Darnar, mais on sait pas réellement pourquoi, pour qui, comment. Et voilà, je vous laisserai en découvrir un petit peu plus, mais j'ai adoré ce one-shot. Je pensais pas, honnêtement, un one-shot de fantasy l'aimer autant. Mais d'ailleurs, je tiens à préciser que c'est aussi une autrice française, et donc que ce soit l'intrigue assez cosy, mais en même temps dérangeante à certains moments, que ce soit les personnages et cette ambiance vraiment un peu The Witcher, j'ai tout adoré. Donc position numéro 3, et j'en suis très très contente. Là, on va passer à la position numéro 2, et donc l'année dernière, j'avais mis Gods and Monsters, chose que j'ai préféré changer cette année, comme je vous l'ai expliqué, et donc j'ai remonté un petit peu dans le classement ACOTAR. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que vraiment c'est une saga où j'ai lu tous les tomes et c'est une saga où je me souviens vraiment de tout, ma mémoire reste intacte. C'est pareil, la deuxième avec laquelle j'ai commencé la fantasy, elle m'a accompagnée pendant tous mes nouveaux débuts, on va dire ça comme ça, de lectrice, et j'y suis quand même vachement attachée, donc je me vois pas la mettre plus bas pour le moment. Surtout que j'ai très hâte de lire la suite, mais que ce soit les personnages, l'ambiance, même les personnages secondaires, le tome 5 m'a vraiment beaucoup marqué, je l'ai encore plus adoré. Il y avait une humanité, une sororité, que j'ai trop aimé, mais en particulier, si je peux me permettre, le tome 3 et le tome 5, ce sont vraiment des pures merveilles. Le tome 1 est en dessous, clairement. Je me rappelle que quand j'ai lu le tome 1, je me suis dit, bon, tout ça pour ça. Sauf que la fin du tome 1 était vraiment très intéressante, et je me suis fait happer par tous les avis qu'il y avait, et j'ai continué avec le tome 2, et après j'ai pas pu le lâcher. Alors j'en conviens, je pense que maintenant, si je le lisais, peut-être que je trouverais le début assez bateau, et peut-être que j'aurais envie de plus, mais encore une fois, j'ai un attachement émotionnel, et je me rappelle de tout quand même, ce qui s'est passé dans chaque tome. C'est une saga, même si ça fait plus d'1 an que je n'ai pas lu de tome, je n'oublie rien. Mais c'est en général, je trouve, une très bonne indication de
de à quel point on l'a apprécié. J'ai très hâte de lire la suite, j'ai très hâte de voir la suite et je me dis que vu qu'il y a eu beaucoup d'attentes et que on va arriver sur le 6e tome, enfin je dis tout le temps ça mais il y a un 3,5 donc je sais pas quel numéro donner mais bref il va y avoir un nouveau tome et j'espère que du coup il va y avoir un peu ce côté plus adulte où l'autrice va avoir pris en compte le fait que ses lecteurs ont grandi depuis la sortie des premiers tomes et du coup va rendre ça voilà un peu plus poussé, j'ai envie de dire ça comme ça, j'ai beaucoup d'espoir. C'est une saga que je porte énormément dans mon cœur donc j'avais envie de la remonter dans le classement pour cette fois-ci parce que encore une fois c'est une des seules sagas où je me rappelle vraiment de tout ce qui s'y déroule et où ma mémoire ne me fait pas défaut, ce qui est très rare avec moi, on va pas se mentir. Bon alors pour ceux qui me connaissent maintenant, je pense que vous n'avez aucun doute sur la position numéro 1 qui n'a pas bougé depuis 2025, qui même n'a pas bougé depuis 2024 ou même depuis 2023 quand j'ai recommencé la lecture. Alors pour la petite anecdote, je m'étais remise à la lecture en essayant de relire mes anciens livres, donc j'avais commencé Les Chevaliers d'Émeraude ou c'était quoi 16 lunes, des vieux livres qui traînaient dans ma bibliothèque de quand j'étais adolescente et je me suis vite rendu compte que je n'étais plus du tout adaptée à mon âge. J'avais 22 ans, 23 ans à l'époque, donc j'ai été faire un petit saut en librairie et le premier livre sur lequel je me suis tournée, c'est celui-là que j'ai relu. Et depuis, je ne m'en suis plus jamais détachée. Je vais arrêter le suspense, même si je sais que vous n'en aviez pas. Le top 1 de 2025, c'était Le sang et la cendre. Et le top 1 pour 2026, c'est toujours Le sang et la cendre. J'ai hâte d'avoir le dénouement final. Alors, je ne sais toujours pas du coup si le tome 6 sera le tome final ou non. Mais en tout cas, je crois honnêtement que cette saga sera indétrônable de mon top 1 de fantasy. Je n'arrive pas à m'en détacher, pareil, je suis toujours autant happée par cette lecture. J'ai toujours autant hâte de lire la suite, surtout que là ça se fait vraiment beaucoup désirer parce que le dernier tome qu'on a eu c'était la réécriture de ce tome-là du point de vue du protagoniste masculin, donc en vrai Oula. Donc en vrai au niveau de l'avancée de l'histoire et de l'intrigue, ça fait au moins 2 ans qu'on a à rien. Et j'avoue que j'en peux plus. Ça c'est vraiment le point noir de cette saga, c'est que les tomes mettent super longtemps à sortir. Mais en même temps, je vais pas blâmer l'autrice, hein, il faut le temps de l'écrire évidemment. Mais pour le coup, que ce soit la romance, que ce soit l'intrigue, que ce soit les retournements de situation, tout, j'aime tout dans cette saga. Elle a une place particulière dans mon cœur et je redoute le jour où je vais vous refaire un classement et que cette saga ne sera plus en position numéro 1. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, peut-être. Mais pour le coup, d'une année à l'autre, là, il a pas été détrôné du tout. Alors déjà, je ressens que petit à petit, je suis beaucoup plus attirée par la fantasy que la romantasy, mais en termes de romantasy, c'est très très rare que je ressente genre des émotions autant que j'en ressens avec Le sang et la cendre. J'ai clairement l'impression de vivre l'histoire avec eux, d'être je sais pas une petite souris qui les suit de partout, enfin je suis vraiment investie dans cette lecture. Dans le sens où je ressens les émotions avec les personnages, où j'arrive à me mettre à leur place, etc. C'est pas comme, petit exemple, Beast of the Briars, où j'adore. Je lis l'histoire, j'ai hâte de voir ce qui va se dérouler ensuite, mais j'ai pas d'appréhension, genre, si nos personnages y souffrent, qu'ils souffrent. Moi je suis là pour découvrir. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai moins d'empathie peut-être. Alors que Le sang et la cendre, c'est différent. J'ai pas envie de vous reparler de l'histoire parce que je vous en parle tellement souvent. Si vous me connaissez sur cette chaîne, vous la connaissez par cœur. En très bref, on va suivre Poppy, qui est donc la pucelle comme je vous ai dit, qui a été élevée de manière très recluse. Si vous voulez, elle a un voile sur le visage. Personne n'a jamais vu son visage depuis toujours et elle vit en sachant que genre elle a une destinée qui devrait sauver le monde. Elle vit au palais quelque part. Et d'un autre côté, tu as un royaume qui a été totalement déchu et qui essaye de tant bien que mal revenir et pour ça ils font des attaques au sein de ce royaume mais ils sont assez virulents quoi. Et donc notre Poppy, comme c'est la pucelle, elle a des gardes qui sont très importants pour sa sécurité et il va y avoir un nouveau garde qui va arriver, c'est Hawk, et Hawk il va plutôt l'intriguer. Elle va avoir envie de découvrir un petit peu qui est ce petit Hawk. Et je vous en dis pas plus, mais vraiment le world building, enfin j'ai pris une vraie claque. Pour de la romantasy, je n'ai jamais vu un world building aussi bien construit. Donc, position numéro 1, elle la mérite amplement et il y a tellement de choses, d'histoires qui a été créées dans le passé qui vont venir impacter le présent et puis il y a tellement de choses, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Mais c'est la position numéro 1. Je suis sûre que personne n'en est surpris en regardant cette vidéo, mais je sais pas, peut-être qu'en 2027 ça aura changé, mais je ne pense pas honnêtement. En tout cas, on se retrouvera pour une prochaine mise à jour, mais voilà, il y a eu quand même pas mal de petits changements entre 2025 et 2026, donc je me devais de vous faire ce petit update. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ces romantaisies, est-ce qu'il y en a qui vous tentent, est-ce qu'il y en a qui ne vous tentent pas du tout, est-ce qu'il y en a que vous n'avez pas aimé quand moi je les ai adorées, enfin vraiment, je suis toujours
partante pour recueillir vos avis. Si jamais vous voulez me soutenir mais vous n'avez pas envie d'écrire quoi que ce soit en commentaire, vous pouvez juste me mettre des petites médailles, ça m'aidera énormément. Vu qu'on est un peu sur le top 10, on va dire que c'est les gagnants de ma bibliothèque. C'est plutôt cohérent. Vous pouvez également me mettre un petit like, ça m'aidera énormément. Boostez la vidéo si jamais il vous reste quelques petits boosts, ça me permet de toucher un nouveau public et c'est super cool, donc merci à ceux qui le feront. Et puis bah je crois que j'ai fait le tour, nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous.